Elle devait l'épouser pour sauver sa famille. Mais la nuit où elle a sauvé un Apache blessé en secret, tout a explosé. Trahison, mensonge, fusil pointé sur elle ou une vérité qui a détruit tout ce qu'elle croyait vrai. Jeanne-Louise se tenait immobile près de la fenêtre, regardant la lumière dorée du soir glisser sur les collines. Le vent faisait frémir les rideaux, mais elle ne bougeait pas. Elle avait 19 ans, mais ses épaules portaient déjà le poids d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Son père, Gustave, était un homme fier, usé par les années passées à tenter de sauver sa ferme. La terre était sèche, les bêtes maigres, et les dettes s'accumulaient. Pour lui, il n'y avait qu'une solution, unir sa fille unique à Victor Maillard, l'homme le plus riche de la région. Victor n'était ni vieux ni cruel, mais il était glacial, comme un hiver sans fin. Son regard était toujours calme, ses gestes toujours mesurés, mais jamais Jeanne-Louise n'avait senti de chaleur dans sa présence. Il parlait souvent d'avenir, d'enfants, de dîner avec des politiciens, de chevaux de course. Mais jamais il ne lui demandait ce qu'elle voulait, ce qu'elle aimait, ce qu'elle craignait. « Ce mariage est notre salut », avait dit Gustave, la main lourde sur son épaule. « Il te respectera. Tu vivras dans une belle maison. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. » Mais Jeanne-Louise n'avait pas peur de la pauvreté. Elle avait peur d'être invisible dans une grande maison pleine de silence. Elle avait peur de devenir l'ombre d'un homme, une figure bien habillée qu'on montre au monde comme un trophée. Chaque jour, elle apprenait à sourire devant les invités, à répondre poliment, à accepter les cadeaux de Victor, des gants de soie, un collier de perles, un cheval blanc qu'elle ne montrait jamais seule. Chaque jour, elle sentait la cage se refermer. La nuit, seule dans sa chambre, elle rêvait d'autre chose. Pas de luxe, pas de bijoux. Juste de vent dans ses cheveux, de chemins sans fin, et d'une voix inconnue qui lui dirait enfin, « Tu peux choisir. » Mais ici, dans ce monde de convenances et de secrets, on ne lui avait jamais appris à choisir. Seulement à obéir. Et pourtant, dans un coin de son cœur, quelque chose résistait. Quelque chose attendait, un souffle, une faille, un chemin. Les voiles du ciel s'étaient assombris, et l'air sentait l'orage. Jeanne-Louise tenait fermement les rênes de sa jument, Élise. C'était la seule chose qu'elle possédait vraiment, le vent sur le visage et le rythme libre du galop. Elle fuyait ce qu'elle ne pouvait plus supporter ou les regards, les mensonges, les promesses glacées de Victor. Elle s'était dirigée vers la vallée interdite, celle que son père lui avait toujours défendu d'approcher. Trop sauvage, trop risqué, disait-il. Mais aujourd'hui, elle n'en avait cure. Elle voulait entendre autre chose que des voix d'hommes décidant de son avenir. Plus elle avançait, plus le ciel se chargeait. De lourds nuages violets s'enroulaient au-dessus des collines, et le vent tournait soudain. Puis, un éclair fendit le ciel, suivi d'un grondement sec. Jeanne-Louise sentit Élise s'agiter, mais elle la calma d'une main douce. Soudain, à l'orée d'un vieux sentier, elle vit quelque chose ou plutôt quelqu'un. Sous un arbre tordu, juste à côté d'un abri en ruine, un homme gisait. Il était torse nu, sa peau sombre et brillante de pluie, son flanc taché de sang. Ses cheveux noirs collaient à son front. Il ne bougeait presque pas. Jeanne-Louise arrêta sa monture, figée. Son cœur battait à tout rompre. Elle comprit immédiatement, c'était un Apache. Toutes les histoires entendues autour du feu lui revinrent en mémoire, des histoires de danger, de sauvagerie, de vengeance. Sa première pensée fut de fuir. Mais il ne bougeait pas. Il ne représentait aucune menace. Il avait l'air d'un homme brisé, abandonné, laissé pour mort. Et quelque chose en elle, quelque chose de plus fort que la peur, murmura, « Reste ». Elle descendit lentement de cheval, ses bottes s'enfonçant dans la boue. Elle s'approcha avec prudence, la gorge serrée. L'homme respirait, faiblement. Il était vivant, mais pas pour longtemps. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. L'orage approchait. Elle devait choisir. Alors, sans plus hésiter, elle posa la main sur son épaule. Elle allait l'aider. Peu importe qui il était. Il était un homme. Et il était seul. Jeanne-Louise poussa la porte de la vieille cabane du pied, soutenant le corps lourd de l'homme blessé contre elle. Il était inconscient, brûlant de fièvre, et son poil y coupait presque le souffle. Elle parvint à l'étendre sur un lit de bois dur, recouvert d'un vieux manteau poussiéreux qu'elle trouva dans un coin. Dehors, le ciel éclatait en colère. Le vent hurlait, et la pluie battait les murs comme un tambour de guerre. Les éclairs illuminaient l'intérieur par à-coups, révélant les poutres fissurées, les toiles d'araignée, et ce visage étranger, douloureux, fragile. Elle tremblait. De froid, mais aussi de peur. Cet homme était un Apache, un inconnu venu d'un monde dont elle ignorait tout. Mais à cet instant, il n'était rien d'autre qu'un être humain entre la vie et la mort. Elle chercha dans ses sacoches. Une gourde d'eau, un petit couteau, des bandes de tissu déchirées de sa robe, une vieille bouteille d'alcool. C'était peu. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle nettoya la plaie sur son flanc. Il sursauta violemment, grogna, mais ne reprit pas conscience. Elle désinfecta,
cousie maladroitement avec du fil et une aiguille rouillée. Ses mains étaient pleines de sang. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle faisait, mais elle refusait de le laisser mourir. Toute la nuit, elle resta près de lui. Elle humidifiait son front, chuchotait des paroles qu'il ne comprenait pas, essayait de calmer ses délires. Il parlait dans sa langue, des sons gutturaux et chantants, pleins de douleur. Parfois, il murmurait un mot, toujours le même, qu'elle ne comprenait pas. Puis, soudain, il ouvrit les yeux. Ses pupilles sombres rencontrèrent les siennes. Son regard était intense, profond, presque calme malgré la souffrance. Il la fixa longuement, comme s'il la reconnaissait. Ses lèvres bougèrent. En paix, souffla-t-il. Jeanne-Louise fronça les sourcils. « C'est ton nom » demanda-t-elle doucement. Il cligna des yeux une fois. Elle comprit. En paix. Un long silence s'installa entre eux, coupé seulement par les grondements de la tempête. Deux étrangers, deux mondes séparés, réunis dans une cabane oubliée. Elle ne le connaissait pas. Mais au fond d'elle, elle sentait que rien ne serait plus jamais pareil. Le vent s'était calmé. La pluie avait cessé. Mais le monde autour d'eux semblait encore figé, comme suspendu entre deux souffles. Dans la cabane, le feu crépitait doucement. En paix dormait plus paisiblement maintenant. Sa fièvre avait baissé. Chaque jour, ses forces revenaient un peu plus. Jeanne-Louise restait près de lui. Elle lui tendait de l'eau, l'aidait à s'asseoir, nettoyait ses plaies. Il ne parlait presque pas. Mais parfois, son regard disait plus que 1000 mots. Ils n'avaient pas la même langue. Et pourtant, une forme de compréhension naquit entre eux. Quand il fut assez fort pour sortir quelques minutes, il la mena près d'un arbre. Il montra une trace au sol, puis dessina une empreinte avec un bâton. Il prononça un mot lentement. Elle répéta. Il sourit. Pour la première fois, elle vit ce sourire éclairer tout son visage. Le lendemain, il lui montra des plumes au sol, des branches pliées, l'odeur portée par le vent. Chaque chose avait un sens. Il lisait la nature comme un livre. Elle l'écoutait, fascinée. Le soir, assise près du feu, elle parla. Elle parla de son père, de Victor, de la robe de mariage qui l'attendait dans un coffre trop brillant. Elle raconta la peur, l'étouffement, le sentiment de n'être qu'un objet bien poli qu'on déplace selon les besoins. En paix ne comprenait pas tous les mots, mais il la regardait sans détour, sans jugement. Il posait parfois la main sur son cœur, puis sur le sien, comme pour dire « je t'entends ». Elle se surprit à rire, parfois. À se taire aussi, sans malaise. À respirer librement. Pour la première fois, elle n'était pas la fille d'un homme, ni la fiancée d'un autre. Elle était juste elle-même. Il vivait au rythme lent de la guérison, des gestes simples. Il cueillait. Elle cuisait. Il lui montrait le ciel. Elle lui montrait ses dessins sur la terre battue. Ils n'étaient pas amants. Pas encore. Mais entre leur silence, un fil invisible se tissait. Un fil de confiance, de curiosité, peut-être même d'espérance. Le monde extérieur pouvait attendre. Ici, il n'y avait plus de règles. Juste deux âmes qui apprenaient à se voir. Le ciel était clair quand Jeanne-Louise revint au domaine. Après plusieurs jours dans la cabane avec en paix, tout lui semblait plus étranger qu'avant. Les murs lui paraissaient plus hauts, les voix plus dures, l'air plus lourd. Sa mère la serra dans ses bras sans poser de questions. Son père, Gustave, la réprimanda brièvement, puis retourna à ses comptes. Elle inventa une excuse, un cheval blessé, une pluie soudaine, un abri trouvé au hasard. Personne ne sembla vraiment l'écouter. Mais Victor, lui, observait. Il l'accueillit avec un sourire poli. « Vous avez eu de la chance, mademoiselle. Une tempête comme celle-là peut être mortelle. » Elle hocha la tête. « J'ai trouvé refuge dans une vieille cabane. » « Vraiment ?» Il marqua une pause. « Intéressant. » Les jours suivants, elle fit semblant. Elle reprit ses cours de maintien, assista au repas, sourit devant les invités. Mais son cœur était ailleurs. Dès qu'elle le pouvait, elle s'échappait à cheval, suivant des chemins détournés pour retourner auprès d'en paix. Chaque visite devenait plus précieuse. En paix marchait de mieux en mieux. Il lui apprenait à écouter les oiseaux, à lire les ombres. Elle apportait du pain, du miel, parfois des livres. Ils ne parlaient toujours pas la même langue, mais leur silence devenait familier. Mais Victor devenait nerveux. Il remarquait ses absences, ses joues rougies par le vent, ses silences prolongés. Il ne criait pas. Il ne posait pas de questions directes. Il agissait. Un matin, il s'entretint discrètement avec un homme du domaine. Un certain Lucien, un valet discret aux yeux froids. Il lui donna une enveloppe et un ordre bref, « Suivez-la. » Discrètement. Jeanne-Louise sentit rapidement qu'elle était observée. Un frisson la parcourut lorsqu'elle vit Lucien au loin, les bras croisés près de l'écurie. Elle fit semblant de l'ignorer, mais son cœur battait plus fort. Elle comprit qu'elle n'aurait plus beaucoup de temps. Le masque qu'elle portait commençait à se fissurer, et derrière lui,
la vérité grandissait. Entre Victor et En Appel, il y avait un monde d'écart. Mais bientôt, ces deux mondes allaient entrer en collision. Le soleil déclinait quand Jeanne-Louise arriva à la cabane. En Appel attendait à l'extérieur, assis sur une pierre plate, les yeux fixés sur le sol. Il semblait inquiet. Elle s'approcha doucement, posant la main sur son épaule. Il se leva, la regarda un instant, puis l'invita à le suivre. Ils marchèrent quelques minutes jusqu'à un petit repli du terrain. Là, à demi caché sous la mousse et les feuilles sèches, se trouvait une pierre. En Appel la dégagea lentement, puis la montra du doigt. Gravé dans la surface, un symbole apparaissait. Simple, mais troublant, un serpent enroulé sur lui-même, la tête dressée. Jeanne-Louise se pencha. « C'est un animal » murmura-t-elle. En Appel hocha la tête, puis imita un geste. Deux hommes qui arrivent, une embuscade, une attaque brutale. Il montra sa blessure encore fraîche à l'épaule. Ensuite, il tapa 2 fois sur le serpent gravé. C'était clair, ceux qui l'avaient attaqué portaient ce signe. Elle recula d'un pas. Quelque chose en elle se noua. Un serpent. Ce n'était pas un symbole apache. Elle en était presque sûre. Et ce motif, elle l'avait déjà vu. Mais où? Sur les étables du domaine de Victor. Sur les caisses de bois dans la grange. Sur le coin des papiers que son père avait signés, les mains tremblantes. Un petit cachet, discret, que personne ne regardait vraiment. Toujours ce serpent. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Victor? Et s'il n'était pas simplement riche et puissant? Et si cet homme froid, qui prétendait vouloir la protéger, était aussi l'un de ceux qui faisaient régner la peur? S'il utilisait la violence pour obtenir des terres, du silence, de l'obéissance? Elle se tourna vers En Appel. Il la fixait avec calme, mais elle vit dans ses yeux une lueur sombre. Il savait. Il avait compris bien avant elle. Il voulait qu'elle voie. Qu'elle sache. Jeanne-Louise sentit sa gorge se serrer. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour impossible. C'était un piège. Un jeu dangereux, dans lequel elle était déjà prise. Et Victor, n'était peut-être pas celui qu'il prétendait être. Ce jour-là, le ciel était clair, mais Jeanne-Louise ne trouvait pas la paix. Depuis qu'En Appel lui avait montré le serpent gravé, un poids écrasait sa poitrine. Tout son corps lui criait que quelque chose approchait, quelque chose d'inévitable. Ils étaient assis tous les deux devant la cabane, partageant un morceau de pain sec. En Appel lui apprenait à tresser une corde avec des herbes, ses gestes lents et précis. Mais soudain, il s'arrêta. Un bruit léger, à peine un craquement dans les feuillages. Il se leva d'un bond, silencieux comme une ombre. Jeanne-Louise le suivit du regard, le cœur battant. En Appel fit signe de ne pas bouger, puis s'éloigna à pas feutrés vers les arbres. Quelques secondes plus tard, il revint. Son visage était tendu. Il n'était pas seul. Caché derrière un tronc, un homme avait observé la scène. C'était Lucien, le domestique froid que Victor avait chargé de la surveiller. Il avait tout vu, la cabane, Jeanne-Louise, l'apache. Quand il vit En Appel s'approcher, Lucien recula d'un pas, tira son couteau sans réfléchir. Mais il ne se battit pas. Il tourna les talons et s'enfuit à toute allure vers son cheval attaché plus loin. Il va tout dire, murmura Jeanne-Louise, le souffle coupé. En Appel acquiesça, le regard sombre. Elle se tourna vers lui, les mains tremblantes. Il faut fuir maintenant. Tu dois partir. Il va revenir avec Victor, avec des hommes armés. Il te tuera. Mais En Appel resta immobile. Je ne pars pas, dit-il lentement, en articulant chaque mot avec soin. Il posa une main sur sa poitrine, puis sur elle. Je reste. Elle secoua la tête. Non. Tu ne comprends pas. Il ne va pas parler. Il va agir. Il est prêt à tout. Moi aussi, répondit-il simplement. Elle vit dans ses yeux qu'il ne changerait pas d'avis. Il la protégeait. Il l'avait choisie. Mais au fond d'elle, elle savait aussi qu'il était trop tard. Le piège s'était refermé. L'instant de paix était terminé. Et la tempête humaine, bien plus cruelle que celle du ciel, s'approchait déjà. Le grondement des sabots résonna avant même que Jeanne-Louise n'aperçoive les cavaliers. Des torchers illuminaient les collines. Ils venaient. Victor était là. À ses côtés, plusieurs hommes armés, tous vêtus comme pour une guerre. Devant eux, Lucien ouvrait la marche, le regard fier et le menton levé. Il avait ramené ses preuves. Jeanne-Louise sortit de la cabane, le cœur battant à s'en rompre. En Appel avait suivi, silencieux, le visage fermé. Victor descendit de cheval d'un geste lent. Son chapeau à la main, il s'approcha, une expression glaciale sur le visage. « Vous avez brisé votre promesse, dit-il. Et vous m'avez ridiculisé. » Derrière lui, Gustave, son père, apparut. Il avait été entraîné de force dans cette mise en scène. Il semblait confus, blessé par ce qu'il voyait. « Ce n'est pas ce que tu crois, père, » lança Jeanne-Louise d'une voix ferme.
Tu ne vois pas qui est le vrai danger ici? Victor leva une main. Ce sauvage a manipulé votre esprit. Il va payer. Mais avant qu'un seul fusil ne soit levé, une voix rauque s'éleva du fond du groupe. C'était Anatole, le plus ancien ouvrier de la ferme. Vieux, ridé, courbé, mais avec des yeux encore vifs. Non, c'est assez. Il faut que cela cesse. Tous se tournèrent vers lui. Je sais ce que vous avez fait, Victor. Vous payez des hommes pour se déguiser en apaches. Vous attaquez des fermes, vous brûlez des granges. Ensuite, vous rachetez les terres à bas prix. Un silence de plomb tomba sur le groupe. Victor sourit, mais son regard trahissait une colère montante. Tu n'as aucune preuve. Anatole sortit un morceau de tissu noir taché de suie. Dessus, un serpent enroulé était brodé. Un de vos hommes l'a perdu lors de la dernière fausse attaque. C'est le même symbole que celui qu'Anapé m'a montré. Jeanne-Louise s'avança. Il voulait que je me taise. Que je sois une épouse obéissante. Mais je ne le serai jamais. Victor, furieux, sortit lentement son arme. Anapé fit un pas devant Jeanne-Louise, sans un mot. Et tout bascula. Le geste fut si rapide que personne n'eut le temps de réagir. Victor, fou de rage, dégaina son arme et visa Jeanne-Louise. Son visage était déformé par la haine. Tu m'as humilié devant tous, cracha-t-il. Tu mérites ce qui va arriver. Jeanne-Louise resta figée, les yeux grands ouverts, le souffle coupé. Elle entendit son père crier son nom, entendit le cliquetis du métal. Mais avant que le coup ne parte, Anapé bondit. Il surgit comme une ombre, frappant le bras armé de Victor avec une force sèche. Le tir partit dans le vide, se perdant dans les arbres. Le pistolet tomba au sol. Victor tomba avec, projeté par l'impact. Anapé le désarma en un seul mouvement, le tenant au sol avec son genou sur sa poitrine. La foule, un instant figée, se réveilla. Les hommes accoururent, entourant Victor. Son regard tourna dans tous les sens. Il ne contrôlait plus rien. Gustave s'approcha, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes. Il regardait Jeanne-Louise comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Elle était tombée sur le sol, son bras éraflé par une branche, le sang coulant légèrement. Mais elle se releva seule. Droite. Forte. Son regard croisa celui de son père. Je ne suis plus à vendre, dit-elle d'une voix claire, sans colère, sans peur. Le silence était total. Victor se débattait encore, mais les hommes le tinrent fermement. Même ses alliés semblaient maintenant hésiter. La vérité avait été dite. Et elle faisait plus de bruit que les coups de feu. Gustave s'avança lentement vers elle. Je ne savais pas. Elle le regarda longuement. Tu ne voulais pas savoir. Il baissa les yeux. Il savait qu'elle avait raison. Dans un geste lent, Anapé se releva, laissant Victor aux mains des autres. Il alla vers Jeanne-Louise. Il tendit la main, sans un mot. Elle la prit. Devant tous, sans masque, sans peur. L'aube se leva sur une ferme silencieuse. Les hommes parlaient à voix basse. Victor avait été remis aux autorités du territoire. Les mensonges, les attaques, les trahisons, tout avait éclaté au grand jour. Gustave restait assis seul sur le banc, le regard perdu vers les champs. Il ne tenta pas de retenir sa fille. Jeanne-Louise sortit lentement de la maison. Elle ne portait ni robe fine, ni bijoux. Juste une tunique simple, des bottes solides, un sac de cuir sur l'épaule. Elle s'arrêta un instant devant son père. « Je pars », dit-elle calmement. Il leva les yeux vers elle. Il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne vint. Elle ne lui en voulait pas. Pas vraiment. Mais elle ne pouvait plus rester. Anapé attendait près de la barrière. Un cheval pour lui, un autre pour elle. Il avait récupéré quelques provisions, un couteau, une couverture. Rien de plus. Il n'avait pas de destination précise. Seulement l'idée des montagnes lointaines. Là où le ciel semblait toucher la terre. Là où les histoires n'étaient pas dictées d'avance. Il ne lui avait rien promis. Il ne lui avait jamais dit, pour toujours. Mais il l'avait regardée comme un égal. Et il avait risqué sa vie pour elle. Elle n'était plus la fille de Gustave. Elle n'était plus la fiancée de Victor. Elle n'était plus un nom inscrit sur un contrat. Elle était une femme qui avait choisi. Et ce choix, c'était lui. Anapé lui tendit la main. Elle monta à cheval sans dire un mot. Puis elle tourna une dernière fois les yeux vers la maison où elle avait grandi. Elle n'y voyait plus une prison. Juste un endroit qu'elle avait quitté au bon moment. Les sabots frappèrent la terre. Les arbres s'écartèrent. Et bientôt, il n'y eut plus que le vent, le soleil bas, et la route devant eux. Ils partaient vers l'inconnu. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti le souffle de liberté de Jeanne-Louise et la force silencieuse d'Anapé, alors dites-le nous en commentaire. Partagez ce que vous auriez fait à sa place. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et bouleversantes comme celle-ci.
Chaque semaine, nous vous emmenons là où le destin se joue en silence, et où le cœur décide du chemin.